Alors, Biomime Expo, c'est une grande réunion de famille de tous ceux qui partagent l'idée, finalement assez simple et donc universelle et forte, qu'on a probablement beaucoup intérêt à prendre modèle sur plus grand que soi. Et qu'est-ce qui est plus grand que nous? Eh bien, évidemment, tout ce qui nous entoure. Et donc, Biomime Expo, c'est une réunion qui s'agrandit d'année en année. Enfin, en tout cas, on fait beaucoup d'efforts pour réunir un écosystème très divers et varié, depuis des labos de recherche en recherche fondamentale jusqu'à des start-upers en passant par des groupes industriels, des réseaux associatifs, des entrepreneurs, j'allais dire, d'un nouveau monde, comme Emmanuel Druon qui est là, qui vous racontera ça tout à l'heure. Donc, il réunit un écosystème très large en termes de compétences, de talents, de secteurs d'activité, qui est en pleine effervescence, encore une fois, sur cette idée de biomimétisme et plus largement de prendre modèle sur le vivant. Et donc c'est la 8e édition, pour ceux qui découvrent. On est dans une ambiance plutôt très conviviale. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir les exposants, à leur demander ce qu'ils font, comment ça marche, pourquoi ils sont là, etc. Et je vais continuer dans une seconde. Mais en tout cas, bienvenue aux nouveaux. Merci aux fidèles pour cette 8e édition de Biomime Expo 2024. On est très heureux de vous recevoir. Merci Kalina d'être là. Voilà, c'était juste un petit mot d'accueil. Il y a à peu près la moitié de la salle qui a levé la main, Kalina, quand j'ai dit qui n'est jamais venu à un Biomime Expo. Donc vous voyez, alors Kalina Raskin, directrice générale du CEBIOS. Alors ça nous encourage, Kalina et moi, parce que on travaille un peu derrière pour pousser cette thématique, donc ça nous fait plaisir d'élargir le cercle. Bon, il est 30, et comme le programme est chargé, et pour donner l'exemple, on va respecter le timing. Donc, bienvenue à Biomime Expo numéro 8. Ça a démarré en 2016 dans un manège équestre à Senlis, d'où est partie l'idée de créer un collectif sur le biomimétisme et l'idée de créer le CEBIOS, donc dignement et magnifiquement représenté par Kalina Raskin, ici présente. Et pour lancer pour ouvrir le bal, ce que je vous propose, c'est pas de lire cette diapo, mais finalement de vous raconter un petit peu ce qui va se passer pendant 2 jours. Vous avez, je ne l'ai pas pris, vous avez un petit programme à 5 qui a été magnifiquement réalisé par Adrien, notre créa, où il y a tout dedans. Et donc, sur cette édition, je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer, puis ensuite je vais faire juste un petit point d'actualité sur les tendances du biomimétisme. Et puis ensuite, vous aurez plein de sujets. Il y a 2 plénières, donc colonne de gauche, colonne de droite. Colonne de gauche, c'est la plénière des tilleuls, c'est ici. Colonne de droite, c'est la plénière des chênes. Elle est un peu plus loin. Vous avez 4 pavillons comme ça, 4 petits pavillons. Ici, donc, c'est plénière des tilleuls. Ensuite, vous avez un biomime café avec un traiteur. C'est assez sympa et pratique cette année parce que, comme on est bien là, sur cet espace au Parc Floral, vous n'avez pas besoin de sortir pour aller prendre un café ou pour déjeuner, etc. Donc, 2e pavillon à côté, le traiteur, et puis l'exposition Nature championne et inspirante, qui est une exposition que j'ai imaginée l'année dernière pour inviter une nation de plus au JO, qui est la nation du vivant, avec sa délégation d'athlètes de la biodiversité pour voir un petit peu qui est le champion. Ensuite, vous avez un 3e pavillon, si je continue dans l'ordre, qui est le pavillon où il y a 2 salles d'ateliers. Donc il y a des ateliers participatifs tout au long de ces 2 jours. Comme c'est tranquille et convivial et à la bonne franquette, on s'inscrit aux ateliers sur des feuilles qui sont devant les portes des ateliers. D'accord ? Parce qu'on a tout essayé, les inscriptions digitales, etc. Enfin, voilà, c'est plus simple de faire comme ça, papier-crayon. Et puis au bout, derrière, 4e pavillon, enfin au bout, c'est pas si loin non plus, pavillon des chênes, qui est la 2e plénière, qui cette année est une plénière en collaboration avec Pocheco, merci Emmanuel Druon d'être là, pour avoir un contenu un peu plus écosystème, un peu plus territoire, un peu plus entreprise et biodiversité, comment on fait, comment ça marche. Et donc là, c'est Emmanuel Druon qui l'inaugurera à 10h, juste après l'ouverture ici. D'accord ? Donc les 2 premières colonnes, c'est les 2 plénières. Ensuite ici sont les salles d'atelier. Et puis la 4e colonne, c'est ce qu'on appelle le comme à la maison. C'est un format un peu
atypique, je ne sais pas, mais en tout cas assez convivial. C'est un petit espace, c'est dans le pavillon Pinède, au bout à droite là-bas. C'est un petit espace convivial où des gens vont vous raconter leur parcours ou leur métier. Je donne un seul exemple, on va démarrer avec Marion Morisseau, qui est scaphandrière. Et donc quand j'ai appris que Marion était scaphandrière, je lui ai dit, mais attends, viens nous raconter comment on est scaphandrière aujourd'hui en 2024. Et donc ça, c'est des petites conversations à 25 ou 30 autour de quelqu'un. Donc c'est pas une espèce de conférence descendante, etc. C'est plutôt un espace de conversation. Donc tout ça est dans le petit livret. Alors on en a imprimé 1250, vous êtes plus de 2000 inscrits, donc vous pouvez prendre un livret pour 2, pour en laisser aux autres, mais tout ça est dans le petit livret. Donc ici, plénière des Tilleuls. Je vais commencer avec donc un petit mot d'accueil comme j'ai déjà commencé à le faire et un petit topo sur les tendances et actualités du biomimétisme. Je surveille l'heure, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Cette année, on est sur cette idée de se mettre sur la piste du vivant, dans l'idée du cheminement, de l'exploration. On a l'habitude de rappeler que le biomimétisme, cette idée de prendre modèle sur le vivant, est un chemin qui peut déboucher sur plein d'applications diverses et variées et très multi-échelles. C'est un chemin, c'est une méthode. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est d'abord une sorte de deep tech culturelle et presque philosophique avant d'être de la techno, mais c'est aussi beaucoup de la techno. C'est plein de choses à la fois. Et donc, on est sur la piste du vivant tout simplement pour se mettre, c'est un peu comme dans les pas de mon père, c'est un peu dans les pas du vivant. Se mettre derrière lui, d'abord parce qu'on est arrivé tardivement dans la classe de la vie, hein, depuis 3,8 milliards d'années, nous on a 250 000 ans, donc on se met à la suite du vivant. Et puis c'est un petit peu en clin d'œil aussi avec l'expo Nature Championne pour rentrer sur la piste du stade olympique du vivant. Merci, donc c'est un collectif, hein, Biomime Expo. Moi j'ai lancé ça, j'ai lancé l'idée en 2015 pour une première édition en 2016. Mais il n'y a pas une sorte de grand donneur d'ordre qui dit tiens, Renaudin, faites Biomime Expo. Non, c'est un collectif. Et je suis très fier de ce collectif parce que vous le verrez en 4e de couve du petit livret et puis sur d'autres panneaux. Parce qu'il y a du public et du privé, il y a des grandes boîtes, il y a des réseaux, il y a des associations. Voilà, c'est un bel équipage. Et merci à eux. On a cette année une configuration exceptionnelle, un peu osée. Quand l'année dernière, on s'est dit on passe au parc floral, tout le monde a dit c'est super chouette. Le seul truc, c'est que c'est 2 fois plus grand. Donc, c'était un petit peu un nouveau défi pour une nouvelle étape de Biomime Expo. Et là, on réunit 116 exposants sur le thème de la bioinspiration ou du biomimétisme. On a fait des îlots par thématique, énergie, architecture, matériaux, etc. Mais en tout cas, on n'a jamais réuni autant de monde. Ce n'est pas du tout par prétention, simplement on est content de réunir autant de monde. Et tous ces gens, y compris sur scène, sont géniaux. Donc franchement, profitez de leur présence. Et donc c'est ça que vous avez sur le petit livret, vous devriez à peu près vous y retrouver. Et merci donc aux partenaires que j'ai mentionnés tout à l'heure. Dans les partenaires, vous avez des partenaires qui nous aident financièrement, c'est cela. C'est merci tout le monde, mais merci en particulier à eux. Vous avez quelques partenaires médias, et notamment France Info et Ushuaïa TV, et puis un certain nombre d'autres que vous voyez ici. Merci France Info, qui, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais nous a offert quelques spots à la radio. C'est toujours amusant et sympa de s'entendre, enfin d'entendre un spot à la radio. Et puis, très fier d'un collectif de réseaux partenaires, et bien, tout simplement, qui participent d'une manière ou d'une autre à cette œuvre collective. Alors, juste un mot pour démarrer. Donc, pourquoi le biomimétisme et pourquoi aujourd'hui ? Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que ce qui est nouveau, ce n'est pas le biomimétisme. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Le biomimétisme, c'est une vieille discipline. Regardez l'excellence académique que nous avons en France. Vous avez des chercheurs, j'en cite qu'un, Jacques Livage, Collège de France, qui est un peu notre aîné, on va dire, hein, Gilles. Merci Gilles Boeuf d'être là. Donc c'est une discipline, on va dire ça comme ça, on ne va pas s'arrêter sur les mots, mais c'est une approche, une discipline, une philosophie ancienne. Elle est ancienne dans le corps académique, elle est plus ancienne encore si vous remontez avec des anthropologues et vous vous rendrez compte que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils savaient très très bien l'intérêt à mimer le vivant, à s'inspirer du vivant, à suivre le vivant, à se mettre dans les pas du vivant.
Simplement que nous, en 150 ans de révolution industrielle, on s'est juste placé un peu hors sol. On s'est déconnecté. On a imaginé des théories où on est dans une approche pyramidale. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui est nouveau, ce n'est pas le biomimétisme, ce n'est pas cette idée de s'inspirer du vivant pour en trouver de bonnes inspirations et de bonnes applications. Ce qui est nouveau, c'est évidemment l'accélération du changement environnemental et climatique. Mais ce que je veux rappeler là, ce n'est pas faire un énième constat, je veux simplement dire une chose, c'est que le monde change, et c'est normal. Il a toujours changé. Notre problème, c'est qu'il change trop vite, mais ce que je veux dire par là, c'est que la vie ne fait que s'adapter à un truc qui bouge, tout le temps. Nous, cette idée de préserver des acquis, ah mais tant mieux si on ne réinvente rien, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, le fait que le monde bouge, c'est une constante dans le cycle de l'évolution. Donc ce n'est pas un problème en soi. La vie ne fait que s'adapter à un truc en mouvement depuis la nuit des temps. Deuxièmement, il y a une slide sur la raréfaction des ressources, le fait que les ressources soient limitées. On a raison de se rappeler régulièrement que les ressources sont limitées. Mais les ressources sont limitées sur notre planète Terre que vous voyez à droite, là aussi, depuis toujours et pour tout le monde. Le vivant sait gérer des ressources limitées depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on serait la seule espèce infoutue et incapable et incompétente pour gérer des ressources limitées? Tout le vivant vit sur le même espace de vie que nous. Et tout le vivant sait prendre sur le vivant, mais en laissant le vivant respirer, se renouveler, etc. Donc, ce petit mot, je ne veux pas dire rappel, ce petit mot introductif, c'est juste pour dire que on est une espèce jeune, arrivée tardivement, et on a en face de nous un cahier des charges que nous propose le vivant pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Et puis à droite, et hommage spécial, parce que vous avez peut-être raté l'info, mais à droite, vous avez une photo que vous connaissez tous par cœur, qui n'est pas une photo de Thomas Pesquet et qui n'est même pas une photo de Neil Armstrong, parce que l'homme qui a pris cette photo n'a pas les pieds sur la Lune. Cette photo a été prise sur la mission Apollo 8. L'objectif de la mission Apollo 8, c'était d'aller repérer des zones d'alunissage pour le futur premier pas de l'homme sur la Lune, juillet 69. Cet équipage part avec 3 hommes, dont un photographe. Alors, il prend des photos de la Lune parce qu'il faut repérer le bon endroit pour alunir. OK. Et puis, ils reviennent d'une rotation, ils reviennent de la face cachée, et ils tombent là-dessus. Comment s'appelle l'Américain astronaute photographe qui a pris cette photo? Il est mort vendredi dernier. Incroyable, il est mort à 90 ans en pilotant son avion seul. C'est pas très raisonnable, mais honnêtement, pour un explorateur comme ça, c'est quand même assez génial. Il s'appelait, et hommage à Bill Anders, qui a pris cette photo qui s'appelle Earthrise, lever de terre, parce qu'il est subjugué quand il tombe là-dessus. Il y a la bande son, hein. Regardez là, parce qu'il est mort vendredi dernier. Et donc, ça a été capté, il y a la bande son, il dit que c'est beau. C'est la première fois, il faut se mettre une seconde mentalement dans l'exercice, c'est la première fois qu'un homme voit la maison des hommes à cette distance-là, sans avoir les pieds sur terre, etc. Cette photo a changé nos vies, en fait. Alors, pas assez peut-être, mais a changé nos vies parce qu'on a pris conscience de la solitude de ce vaisseau spatial dans ce vide sidéral, évidemment, dénué de vie. Donc, premier hommage à Bill Anders. Et alors, vous ne le savez peut-être pas forcément, mais référence aussi derrière au discours de Chicago de 1970 de Georges Pompidou. Parce que cette photo a impacté l'humanité. Et quelques années plus tard, Georges Pompidou fait un discours à Chicago en 1970, je vous ai mis un extrait tout à l'heure, qui est renversant de vision sur justement la prise de conscience de la fragilité de cet espace de vie. Et dernière info, sur cet équipage Apollo 8, il y a un certain Jim Lovell, immortalisé par Tom Hanks dans Apollo 13, et autre star en fait de ces équipages. Jim Lovell est toujours vivant, 96 ans. Génération bénie quand même, fantastique. Voilà, donc petit hommage à Bill Anders et cette photo levée de terre. Donc voilà le principe, 3,8 milliards d'années de R&D, d'évolution, d'adaptation continue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la nature a les solutions, j'ai presque envie de dire, la nature est la solution.
Et donc c'est ça cette idée du biomimétisme, cette idée que la nature a des choses à nous dire. Et ça c'est le petit rappel temporel. Nous on a sur les 160 ans de révolution industrielle, parce que le monsieur que vous voyez, colonel Drake, c'est celui qui en 1859 a fait jaillir une goutte de pétrole. 1859, donc 160 ans. 160 ans, si vous ramenez ça sur une année entière qui a démarré le 1er janvier, il y a moins 3,8 milliards d'années, c'est une seconde. Donc première claque du biomimétisme, c'est qu'on est là depuis pas longtemps, depuis même très peu de temps, et tous ceux qui sont les autres espèces de la vie, dans la classe de la vie, sont des cracks, sont des super matheux, sont des super logisticiens, sont des super designers. Et donc on ne va pas leur expliquer le cours, on va plutôt essayer d'apprendre d'eux. Et deuxième claque, c'est qu'on est un parmi une multitude. Ça a démarré il y a moins 3,8 milliards d'années, probablement avec des petites cyanobactéries, parce que comme le rappellerait volontiers Gilles Boeuf, on a passé beaucoup plus de temps dans l'eau que sur Terre, hein, puisqu'on est sorti au Cambrien il y a 450 millions d'années à peu près, d'un globe qui était entièrement recouvert d'eau. Et puis tout ça s'est multiplié, et nous, il faut vraiment qu'on zoome pour se retrouver un peu par là. Et donc la deuxième claque du biomimétisme, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre, et c'est une sacrée bonne nouvelle. Parce que non seulement nos vies dépendent de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour a beaucoup de choses à nous apprendre. En fait, on n'a même pas à inventer le développement durable, la transition, la résilience, le régénératif. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, il y a des modes sémantiques. Peu importe, c'est toujours la même idée. C'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre sur Terre le mieux possible. Voilà, petit hommage à Jacques Livage avec cette diapo sur les diatomées. Invitation à voir le monde autrement. Donc, tout ça est en pleine évolution parce qu'encore une fois, ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. Et donc, comme on a des enjeux vitaux devant nous, on redécouvre What a Scoop, qu'on a un super modèle autour de nous. C'est pour ça que des startups, des groupes industriels, des écoles, des universités, des labos de recherche, etc., sont en accéléré sur le biomimétisme. C'est-à-dire que là, on a trouvé une pépite, un chemin qui peut nous aider à faire, dans un premier temps, moins de bêtises et peut-être à trouver des solutions alternatives et idéalement vertueuses. CF, nouvel élan du régénératif. Et donc, invitation à voir le monde autrement. Cette petite coque de diatomée, c'est du verre, fabriqué à température ambiante, à pression ambiante. Là où nous, avec de la silice qui est dissoute dans l'eau, à proximité. Alors que nous, sans haut fourneau à 1500 degrés, on n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est pour ça que vous avez un focus particulier sur les matériaux cette année à Bioimexpo, avec un super pavillon matériaux. Merci Éléonore Ucliez et Simon Mandin. Il y a plein de matières et plein de matériaux, et ils sont là pour tout vous expliquer. Donc, boîte à outils, j'avance. Invitation aussi à reconsidérer notre rapport au monde et au vivant. Ça, c'est une petite théorie un peu simpliste, mais que j'ai imaginée il y a quelque temps, pour dire, dans les temps anciens, la nature était divine. Et on adorait la nature, quitte même à sacrifier l'humain au Dieu, qui était pluriel, parce qu'il y avait un Dieu pour chaque chose. J'accélère le temps. À un moment donné, quand on s'est sédentarisé, eh bien, on a arrêté de suivre le vivant et la nature, et on a essayé de maîtriser la nature pour qu'elle se plie à nos exigences. Et donc, pour faire simple, nos ennuis ont commencé il y a 10 ou 15 000 ans au néolithique. Parce qu'à ce moment-là, on a voulu canaliser l'eau, on a voulu irriguer, on a voulu déjà commencer à faire pousser des trucs plus vite, etc. Et là, l'idée, c'est qu'on a cherché à dominer, à apprivoiser le vivant et la nature. Troisième étape, je vous ai montré sa photo, merci le colonel Drake, 1859. Là, la nature devient de l'énergie, devient un stock, devient de la matière première, devient un enjeu de conflit. Donc il faut exploiter le vivant. La nature est un stock. Bill Anders, Earthrise, prise de conscience que le monde est fini, qu'il n'y a pas d'autre solution, ça deviendra pas de planète B, etc. Mais ce n'était pas dit. Ça date de 1968, la photo, décembre 68, photo de Bill Anders. Et donc là, prise de conscience qu'il faut la protéger. C'est l'essor des aires naturelles protégées, c'est l'essor des parcs nationaux américains, etc. Et le biomimétisme, il nous invite à une cinquième étape, pas du tout ultime, enfin j'en sais rien, mais en tout cas une autre étape, une autre approche qui consiste à prendre conscience que la nature est un modèle et qu'on doit se repositionner en élève et pas en maître, ou pas non plus en sacrifice humain. Mais la nature est un modèle et l'invitation du biomimétisme, c'est qu'on peut s'en inspirer pour vivre mieux nous
et accessoirement pour qu'elles vivent mieux aussi elles, sachant qu'évidemment la nature ou le vivant, la biodiversité, n'a pas besoin de nous. Ils se porteront d'ailleurs tous très bien sans nous un jour. Et pourquoi je dis un jour? Tout simplement parce que là aussi, grosse prise de conscience et rappel du biomimétisme, c'est que tout est mortel en tant qu'espèce. Donc l'espèce humaine, elle est mortelle. On n'est pas là depuis 3,8 milliards d'années, on n'a pas vocation. Je me souviens d'être là pour toujours. Je me souviens d'une discussion avec c'était des paléontologues du Muséum national d'histoire naturelle. Je me souviens d'une discussion avec notamment Alexandra Houssaye, qui, dans une autre préparation d'un BioExpo, m'avait dit « On ne sait pas très bien, mais à peu près tout ce qui vit aujourd'hui, qui palpite, qui grignote, qui bouge, etc., c'est à peu près 1% de ce qui a vécu. » C'est pour ça que les paléontologues du Muséum national d'histoire naturelle font du paléobiomimétisme, parce qu'ils ont le plus grand bac à sable du monde pour faire du biomimétisme. Bref. Donc, voilà la photo en grand de Bill Anders, et voilà Bill Anders qui est au centre. Et là, je ne sais plus où est Jim Novell et où est l'autre. Et le discours de Pompidou, franchement, relisez-le, avec cette voix que je ne peux pas imiter, mais avec ce charisme incroyable. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Hein? J'ai un peu improvisé, mais... Hein, bon, bref. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités autour du biomimétisme. Il y a un travail de fond qui est réalisé par le CBIOS et par un certain nombre d'autres. Et tout ça est en mouvement. Alors tout ça est en mouvement et tout ça est encore très jeune. Il y a notamment du côté des groupes industriels des nouveaux programmes qui se lancent. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, ça va nécessiter des efforts. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi beaucoup de start-up. Tout le monde n'est pas là. Mais ça, c'est un rapport qu'on a réalisé New Corp l'année dernière sur les levées de fonds et qui devrait être actualisé bientôt. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des startups qui prouvent que c'est possible. Vous savez, on a l'habitude de dire que ce sont les petits qui innovent et les gros qui développent. Bah, c'est un peu le cas aussi pour le biomimétisme, mais on espère bien que les gros vont aussi innover. Mais en tout cas, ça intéresse de plus en plus les fonds d'investissement, les investisseurs, les groupes industriels, parce que c'est de plus en plus opérationnel. Depuis quelques années, on observe une espèce de translation de la recherche académique qui continue à des applications. Et des applications, vous en avez plein, ce village BioMexpo. Et puis l'expo que vous avez à côté, c'est un peu un clin d'œil au JOP de Paris 2024, consiste à dire, en fait, on est peu de choses, les véritables champions, ils sont autour de nous, et si on invitait une délégation d'athlètes de la biodiversité au JO, on n'aurait pas une seule médaille. Et donc vous avez à côté quelques comparatifs un peu amusants. Typiquement, notre record au 100 mètres nage libre, c'est 46,80 en crawl. Si vous lâchez un espadon voilier dans la ligne d'eau d'à côté, vous voyez le résultat. 3,27. Et ça donne des idées d'innovation. Île Énergie, membrane hydrolienne ondulante. Phoenix, moteur de bateau ondulation. CoreWave, pompe cardiaque ondulation. Bargerousse, une Bargerousse qui a été suivie l'année dernière. 13 560 km, 11 jours de vol, sans escale. C'est plus de 300 marathons. D'affilée, évidemment. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui font ça en plus ou moins 2 heures. Mais voilà, 13 560 km, 300 marathons d'affilée. Là, ce sont des guéridés, vous savez, ces araignées d'eau stupéfiantes. Quand vous les voyez sur l'eau, elles ont une capacité de déplacement qui est vertigineuse. Et ça, c'est juste beau. Le record en aviron, c'est le 8 canadien qui a fait du 22-23 km/h. Si ce bateau de 18 mètres allait aussi vite qu'une guéridée, il ferait du 3200 km/h sur l'eau. Donc ces champions sur la piste, c'est évidemment des champions qui nous inspirent, comme tout champion qui se respecte. Et donc là, c'est par exemple Île Énergie dont j'ai parlé à l'instant, ça c'est CoreWave dont j'ai parlé à l'instant, etc. Phoenix, et puis les travaux de Frank Zahn sur l'hémoglobine de l'arrêt Nicolas Marina, les travaux de Seaboost, mais vous avez aussi Line Up Océan qui travaille sur des approches de récifs artificiels. Cette crevette menthe qui non seulement peut mettre Mike Tyson KO avec une puissance de frappe de 2000 newtons, on en a parlé avec Kalina sur un sujet TF1 la semaine dernière, mais qui a aussi une capacité à voir des différentiels de contraste. Et donc à Queensland, en Australie, s'intéresse aux omatidites de cette crevette menthe pour voir si elle ne pourrait pas aider à repérer des cellules atteintes de tumeurs. Mariana, Fungus sapiens, on en parle dans une seconde juste après ça.
incroyable ce qu'on peut faire avec le mycélium. Rémi Laurent, Embellium, vous montrera aussi des emballages qu'on peut réaliser à partir de ça. Prophétie, c'est notre première start-up en matière de levée de fonds. Ils ont développé un capteur inspiré de la rétine humaine, parce que nos yeux, vos yeux, ne sont pas des caméras en flux continu, ce sont des détecteurs de mouvement. Parce que c'est trop fatigant de filmer en continu. Et d'une manière générale, le vivant est ultra smart et économe en énergie. Donc il consomme le moins d'énergie possible. Généralement, il se fournit localement. Et notre caméra à nous, si tout le monde se fige ici, mais que Gilles s'agite, même si je même si je ne suis pas fixé sur Gilles, je vais tourner la tête. On va détecter le mouvement. Eh bien, Prophétie, ils ont développé une caméra qui économise de la data, de l'énergie, parce qu'elle fonctionne comme notre rétine humaine. Voilà. M2I, vous les verrez tout à l'heure, ils interviennent un peu plus tard. Dispersion de phéromones pour créer des leurres, de la confusion sexuelle. Le vivant communique tout le temps, beaucoup plus que nous. On n'a rien inventé. On n'a pas inventé les réseaux sociaux. Le vivant échange beaucoup d'informations et typiquement, vous avez en intraspécifique à l'intérieur d'une espèce des femelles qui attirent les mâles. C'est comme ça. Par dispersion de phéromones, qui sont ces signatures olfactiles odorantes très singulières. M2I, ils ont copié ces phéromones qu'ils dispersent au-dessus des cultures ou de la forêt des Landes, parce qu'ils travaillent aussi sur des forêts. Et ça crée de la confusion, c'est-à-dire que le mâle ne trouve pas la femelle, il n'est pas tué, il ne trouve pas la femelle. Quand il arrive sur zone, il entend plein de messages, il doit être un peu excité, le bestiau, mais il ne trouve pas la femelle parce qu'il y en a peut-être une pour 1 million de messages, donc il ne la trouve pas, il n'y a pas de larves, qui sont les principaux ravageurs. Il passe son chemin. Il y a plein de solutions bio-inspirées pour l'agriculture de demain, c'est assez fabuleux. Et donc, c'est ça, cette idée de changer de regard sur le vivant. C'est aussi une deep tech managériale, le biomimétisme, parce que c'est très souvent multiculturel. Et donc, c'est souvent très productif, c'est comme dans le vivant, d'associer les talents. Faites bosser des biologistes avec des ingénieurs en BTP, vous allez trouver des idées nouvelles. Et donc, c'est aussi une nouvelle forme de management de l'innovation. Voilà, et pour terminer, parce que ce n'est pas un espace réservé à la paillasse et au labo de recherche, il y a une forme d'attitude ou d'invitation, en tout cas, à nous comporter différemment. 4 petites diapos pour terminer. D'abord, être des capteurs du monde, être super à l'affût et super à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On a trop tendance, et y compris dans les entreprises, à être focus, hein, la tête dans le guidon. Regarder au-dessus du mur, regarder le voisin, regarder ce qui se passe autour. C'est ça aussi une façon d'être productif et innovant. Et le vivant, il fait que ça tout le temps. Il est super à l'affût. C'est pour ça qu'il est bourré de capteurs. On en parlera aussi un peu plus tard. Il y aura une conférence spéciale sur les insectes qui vous révéleront à quel point ils sont super réactifs à ce qui se passe autour d'eux. Deuxièmement, évidemment, travailler en intelligence collective. Là aussi, grand principe, c'est pas le seul, hein. Il n'y a rien de très monolithique dans le vivant, il y a plein de modèles, il y a plein d'organisations, etc. Mais quand même, il y a beaucoup plus de richesse créée de la coopération que de la compétition. CF, Pablo Servigné, Gauthier Chapelle, comme vous le savez. Mais c'est vrai aussi dans nos organisations humaines, c'est vrai aussi dans la gestion de nos territoires. J'ai l'habitude de rappeler, de dire un peu pour rigoler que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité. Si vous avez une espèce qui commence à prédominer, on en parlait ce matin en venant avec un écologue, il y a beaucoup de pies. Bon, ben, à un moment donné, si la pie qui bouffe tout commence à nuire aux autres espèces, ça crée un problème. Donc ce qui est important, c'est la diversité et les interactions. Et dans un écosystème territorial ou d'organisation humaine, là aussi, la diversité et les interactions, c'est créatif. Si vous virez l'étage des champignons mycorhiziens et qu'il n'y a plus de lien entre le mycélium qui apporte des nutriments et de l'eau et le réseau racinaire de l'arbre qui produit du glucose grâce à la photosynthèse, si vous coupez ce lien-là, cet étage-là, évidemment, ça marche moins bien. Donc intelligence collective, s'adapter en permanence, c'était un petit peu le début de mon intervention tout à l'heure quand je disais que le monde change et qu'il a toujours changé et qu'un des grands principes du vivant, c'est de suivre un truc qui bouge et de s'adapter à un truc qui bouge. Et je me souviens très bien d'un propos de Gilles il y a quelques années qui disait, voilà, si on doit se fixer un seul objectif, c'est en capacité à s'adapter. Et la bonne lecture
c'est pas que c'est le plus fort qui gagne, c'est évidemment celui qui est toujours le plus adapté et le mieux adapté. Travailler en circuit court, parce que le vivant s'approvisionne dans la majorité des cas localement. On n'a jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. Pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, j'avais déjà sorti celle-là. Mais voilà, on s'approvisionne localement. Et en fait, ça change tout, parce que quand vous vous approvisionnez localement, vous prenez soin de votre biotope de proximité. Quand vous vous approvisionnez à 20 000 bornes, on peut me raconter tout ce qu'on veut en matière de conscience écologique, de conscience citoyenne, etc. C'est à 20 000 bornes les plages polluées au plastique. Hein. Comme par hasard, elles ne sont pas chez nous. Donc on s'approvisionne localement et ça change tout. On a un intérêt à la résilience du biotope qui est son partenaire et son fournisseur. On optimise nos réseaux. Alors on n'a pas Audrey Dussutour cette année, mais suivez Audrey pour qu'elle vous parle du blob. Et puis travailler en bénéfice mutuel entre nous. C'est pour ça qu'on est voilà, très heureux de cette ambiance collégiale et familiale, de cette grande cousinade de Biomime Expo, parce qu'il y a plein de talents et plein de compétences différentes. Voilà, donc je m'arrête là pour cette séquence introductive et on va, merci beaucoup pour votre attention. Et on va enchaîner avec une séquence sur les matériaux. Merci beaucoup, on continue sur les matériaux.